On est arrivé maintenant à notre étude de l'archéologie à l'époque du bronze récent, ou l'époque cananéenne récente, selon les terminologies auxquelles vous vous référez. Et cette période est une période donc qui correspond à la période du Nouvel Empire égyptien, c'est-à-dire finalement l'apogée de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, 18e et 19e dynastie, et la prospérité de l'Égypte, évidemment, a son corollaire aussi dans le pays de Canaan. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve une culture extrêmement riche dans ce pays, dans les différents aspects qu'on a l'habitude d'examiner, céramique, architecture, armement, voilà. Et puis bon, aussi l'épigraphie. L'épigraphie, c'est les documents écrits, l'étude des documents écrits que l'on peut retrouver justement dans des fouilles archéologiques. Donc, premier point, si vous voulez, la céramique. La céramique de l'époque du bronze récent en Israël est caractérisée essentiellement par des produits d'importation. Il y a à la fois poursuite de la tradition locale, c'est-à-dire celle qui remonte à l'époque du bronze moyen, mais ce qui est spécifique à la période du bronze récent, c'est une grande présence justement de poteries d'importation. Bon, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Déjà dans les périodes précédentes, on trouve aussi des poteries d'importation. Mais ce qui est spécifique justement à l'époque qui nous intéresse, c'est la proportion, le nombre de ces poteries qui viennent justement de tous les coins du Moyen-Orient ancien et même d'au-delà, si l'on peut dire. Le premier type d'importation que nous trouvons à cette période-là, c'est Chypre. De tout temps, il y a eu des relations étroites entre le pays d'Israël et Chypre, et il semble qu'à l'époque qui nous intéresse, la population cananéenne était tournée vers la mer. C'était l'époque aussi des grandes expéditions maritimes égyptiennes. À cette époque, la grande puissance maritime en Méditerranée et en mer Rouge, c'était l'Égypte. L'Égypte qui avait des relations maritimes avec le Levant, c'est-à-dire avec notamment la côte phénicienne, et automatiquement, bien sûr aussi, avec Chypre. Chypre qui était en quelque sorte une colonie commerciale égyptienne, si l'on peut dire, ainsi que d'ailleurs phénicienne. C'était les deux. Chypre était au confluent justement de ces deux civilisations. Bon, Chypre était aussi au confluent des civilisations proprement maritimes, c'est-à-dire des civilisations légères, de la Crète, qui avait développé une civilisation qui lui était propre, et puis aussi donc de Mycène, c'est-à-dire finalement de la Grèce préclassique. Et donc on trouve des produits d'importation chypriote, extrêmement nombreux dans le pays d'Israël. Et le premier type de poterie chypriote qu'on trouve à l'époque du bronze récent, c'est ce qu'on appelle en anglais chocolate wares. Ainsi nommé justement parce que ce sont des poteries qui sont peintes avec des motifs bruns, marron-brun, qui font penser à la couleur du chocolat. C'est typique d'ailleurs des poteries chypriotes. La plupart des poteries chypriotes, même qui datent des époques précédentes, sont aussi peintes de cette manière-là. Donc c'est une longue tradition locale qui se développe justement à cette période. Ces poteries sont décorées. La décoration à l'époque du bronze moyen, en particulier pour ce qui est des poteries d'importation, est extrêmement développée. On trouve ce type de poterie dans des endroits comme Megiddo d'abord, bien sûr, Jéricho, Tel el-Fara Sud et Tel el-Fara Nord, puisqu'il y a deux sites qui portent ce nom donc en arabe, et puis dans le nord d'Israël, donc au sud du lac du Tibériade, la ville de Beth-Shan. On a un autre type de poterie d'importation chypriote qu'on appelle la poterie bichrome, ainsi nommée justement parce qu'elle est à base de décoration faite de deux couleurs, en noir et en rouge.
On trouve ce type de poterie dans des endroits tels que El Hadjoul, mais aussi c'est un type de poterie cypriote qui est répandu dans toute la Méditerranée, et notamment en Égypte. À Amarna, par exemple, on trouve ce type de poterie d'une manière extrêmement fréquente, ce qui prouve justement les rapports qu'il y avait aussi avec l'Égypte. Néanmoins, ce type de poterie, qui est très répandu à Chypre, semble avoir été manufacturé dans d'autres endroits aussi de la Méditerranée, notamment justement en Égypte. Et il existe des légères différences justement entre les différents types de cette poterie bichrome, ce qui amène justement les spécialistes à penser qu'elles ont été manufacturées dans différents endroits. Bon, les motifs qui sont ainsi décorés de cette manière sont soit des frises qui ne représentent rien de particulier, soit des poissons. Alors là, c'est beaucoup plus réaliste déjà. On trouve aussi un motif qui ressemble à la croix de Malte, ou aussi une espèce d'étoile à 8 branches. Bon, c'est des motifs qui devaient avoir certainement une signification pour ceux qui ont manufacturé ces produits, et qui avaient aussi des significations évidemment pour ceux qui les recevaient. Le problème, justement, c'est la chronologie de ce type de poterie. Il semble que son origine remonte en fait au bronze moyen, et donc avant l'époque qui nous intéresse. Néanmoins, à Megiddo, on ne le trouve que dans les couches 10 et 9, qui ont été détruites donc par Thutmès Ier et Thutmès III. Donc la couche 9 a été détruite, la couche 10 a été détruite par Thutmès Ier, la couche 9 par Thutmès III. Et donc ici on est en pleine époque du bronze récent. Donc il semble bien que cette poterie se soit développée dans la Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, dès l'époque du bronze moyen, mais que son apparition en Israël date finalement de l'époque du bronze récent. Cette poterie est essentiellement répandue dans les tombeaux, et c'est donc bien la preuve que son apparition date effectivement du bronze moyen. Bon, on en trouve à Tel Hadjouz, je l'ai dit tout à l'heure, à Lachish, avec aussi des motifs qui représentent des oiseaux, des cygnes, des animaux de ce type-là. À Beth-Shan, on trouve le même type de poterie aussi. Et à Hatzor, on ne trouve qu'un seul type de cette poterie, qui est celui représenté justement par des frises. Bon, on a aussi un autre type de poterie qu'on appelle, pour les distinguer justement de la poterie précédente, la poterie monochrome. Ça veut dire que celle-là n'a des décorations que d'une seule couleur, essentiellement d'ailleurs en noir. C'est essentiellement à Hatzor qu'on trouve ce type de poterie monochrome, qui est nettement moins répandue que l'autre type. Cette poterie bichrome, plus exactement, se trouve aussi couplée avec un autre type de poterie qu'on appelle Besswing. Besswing, c'est une poterie qui porte ce nom parce que justement, elle a une base qui est une sorte de disque. Voilà, si vous voulez, ça fait à peu près comme ça. Bon, alors ça peut être vrai pour tous les types que vous voudrez, hein, mais si vous voulez. Alors en même temps, c'est une poterie qui est faite autour. On voit bien qu'elle est faite autour, ça. Donc ici, la pointe était enfoncée dans le disque. Hein, le potier commençait par faire un disque, et il plaçait le tour dedans, puis ensuite il faisait le tour de la poterie à partir justement de ce disque. Ensuite, la pointe était retirée, puis on rebouchait bien sûr le trou qui a été fait avec de l'argile. Bon, on a un autre type de poterie aussi, qui, alors lui, n'est pas du tout Besswing, mais qui, alors lui, absolument rond. C'est plutôt une sorte de bol, qui est alors typique aussi des importations cypriotes de cette époque. Ça se présente comme ça, si vous voulez. Vraiment un bol, quoi. Hein. Avec ici une lance, comme ça, qui nous tient un peu. Et là, vous avez donc ici les décorations, en général chocolate wear, c'est-à-dire brun, un brun couleur de chocolat. Bon, quand on a ce type de poterie, il n'y a pas de problème, on sait qu'on a affaire à de la poterie cypriote. On a ensuite une poterie d'importation syrienne qu'on appelle pilpil, alors qui est une poterie plutôt évasée,
qu'on trouve par exemple dans Jérusalem de l'époque, de l'époque du bronze récent. Bon, les poteries Bess Ring, on les trouve un peu partout, à Lachish, à Megiddo, à Jérusalem, à Hatzor, etc., un peu partout. Donc c'est une poterie qui est extrêmement répandue, ce qui prouve que toutes les cités cananéennes qui existaient à cette époque-là avaient des relations avec Chypre, du moins indirectement, quand les marchandises qui venaient de Chypre étaient finalement redistribuées dans tout le pays d'Israël, dans toutes les cités-États qui formaient le pays de Canaan à cette période-là. Pour ce qui est des poteries locales, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est la production locale est la continuation de la tradition qui remonte à l'époque précédente, c'est-à-dire à l'époque du bronze moyen. Elle est surtout représentée par des jarres plus ou moins grandes, qui peuvent atteindre même une hauteur à peu près comme celle-là. Et ce type de poterie se trouve aussi répandu un peu partout, en Égypte, en Syrie, à Chypre. Ce qui prouve que les exportations n'étaient pas à sens unique, mais que si Israël recevait beaucoup de produits qui venaient justement des pays voisins, il exportait aussi des produits du pays de Canaan, donc dans ces différentes régions. C'est le cas notamment justement à El Al-Marna. On trouve beaucoup justement de ces grandes cruches qui servaient à l'exportation des deux produits essentiels du pays de Canaan à cette période-là, c'est-à-dire le vin et l'huile. C'était les deux produits d'exportation essentiels. Maintenant, on trouve aussi de la poterie égyptienne. La poterie égyptienne, et notamment justement de la poterie typique de Tel El Amarna. Ce sont aussi des grandes cruches, à peu près du même type que celles qu'on trouve dans le pays d'Israël, mais évidemment avec des choses, avec un style, une façon tout à fait différente, qui est typique justement de celle d'Égypte, de l'époque donc de Tel Amarna, avec des décorations aussi, qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs la poterie bichrome. Il y a une parenté entre la poterie amarnienne et la poterie bichrome. Maintenant, ce qui est intéressant justement, c'est que cette poterie amarnienne, elle porte ce nom justement parce qu'on ne la trouve qu'à l'époque d'Amarna et seulement manufacturée à Amarna. Ce qui fait que lorsqu'on trouve ce type de poterie, on est à peu près certain d'avoir un repère de chronologie absolue. On sait que l'on a affaire à l'époque amarnienne. Ce type n'apparaît pas avant et il disparaît justement avec la destruction de Tel El Amarna. Maintenant, il y a une autre poterie qui est essentielle donc, pour l'époque qui nous intéresse, c'est la poterie mycénienne. La poterie mycénienne, donc si vous voulez, la poterie grecque. Mycène est donc le berceau de la Grèce classique. Donc à l'époque ici qui nous intéresse, c'est Mycène, la cité légendaire dont Agamemnon était roi, Agamemnon qui fut à la tête de la coalition des villes grecques qui s'en allèrent venger l'affront qui avait été infligé aux cités grecques par Paris, le roi de Troie, et donc la guerre de Troie. Donc, justement, nous allons voir que la guerre de Troie a justement à voir avec cette période. La guerre de Troie est à situer justement avec cette période. La région de Mycène, c'est-à-dire la région du nord disons ouest du golfe de Corinthe, quoi. La région de Mycène a été un endroit d'un rayonnement très important sur le plan culturel et notamment justement sur le plan de la céramique. À cette période, il existe trois types de céramique mycénienne, qui est déjà une poterie extrêmement élaborée, qui n'a pas encore évidemment la finesse, la beauté des poteries de la Grèce classique, telles qu'on peut les voir dans les musées grecs, ou au Louvre, mais déjà donc c'est une poterie nettement plus élaborée que celle qu'on trouve un peu partout ailleurs. Et cette poterie est de trois types. On appelle mycénienne 1, mycénienne 2 et mycénienne 3. En Israël, on ne trouve que les types 2 et 3, justement, de cette poterie. Bon, ces poteries, donc, datent de 1600 avant Jésus-Christ environ, jusqu'à 1200.
Et en Israël, ce type de poterie n'apparaît qu'à l'époque du bronze récent, ce qui est une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, on ne trouve pas le premier type qui, lui, est le plus ancien. Alors, même si on trouve en Israël quelques exemplaires de la poterie mycénienne 2, l'essentiel de la poterie mycénienne qu'on trouve en Israël en grande quantité, c'est la poterie mycénienne 3A et 3B. Bon, je ne vais pas vous dessiner ces poteries. On trouve à la fois, si vous voulez, des cratères, des amphores, et aussi des cruches à bière. Hein, c'était quelque chose qui venait aussi de là-bas. Et ces poteries de type messénien, qui sont aussi superbement décorées déjà à cette période-là, nous permettent d'avoir une chronologie absolue. Car ces deux types, la mycénienne 3A et la mycénienne 3B, se retrouvent à Amarna. Et par conséquent, comme la poterie d'Amarna, la poterie mycénienne, donc de ces deux types-là, est une poterie qui nous donne une chronologie absolue. Maintenant, à l'inverse justement de la poterie typiquement amarnienne, qui cesse après l'époque d'Amarna, la poterie mycénienne 3A et 3B va se poursuivre après l'époque d'Amarna, mais, si vous voulez, simplement à partir de l'époque d'Amarna. C'est très intéressant parce que là, justement, quand on trouve ce type de poterie, on sait que l'on a affaire au XIVe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, par exemple, de Ramsès II, on trouve dans deux tombes égyptiennes ce type de poterie également, le type 3B, dont on sait par conséquent qu'il est aussi contemporain du XIIIe siècle. Le type 3B, donc si vous voulez, le type 3A serait caractéristique de l'époque d'Amarna, et le type 3B serait caractéristique de l'époque ramséside. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que cette poterie que l'on trouve en très très grande abondance, un peu partout dans le pays d'Israël, à ces deux périodes, c'est-à-dire à la période d'Amarna et à la période ramséside, disparaît dans la plupart des sites à la fin de la période ramséside. Disparaît, bon, je ne dis pas totalement, parce qu'on en retrouve bien sûr, mais on le retrouve d'abord en quantité nettement moindre, et deuxièmement, uniquement, ou presque exclusivement, dans les villes côtières. Ça veut dire dans les villes qui ont continué à avoir des relations maritimes avec la Grèce, ce qui est d'ailleurs assez logique. Cette poterie, qui est donc, comme nous l'avons vu, extrêmement élaborée, tout comme la poterie justement de cette période, est remplacée par une poterie beaucoup plus fruste. Une poterie qui reprend grosso modo les traditions locales, dont certaines remontent, nous l'avons vu tout à l'heure, à l'époque du bronze moyen, mais qui est une poterie qui, même par rapport à la poterie du bronze moyen, est beaucoup plus grossière et beaucoup plus fruste. Cette poterie apparaît essentiellement dans les régions montagneuses du pays. Alors, si vous voulez, à la fin de la période, ça veut dire après l'époque ramséside, ça veut dire à la fin de la 19e dynastie égyptienne, on trouve finalement deux régions très typées. La région de la plaine côtière, où les poteries d'importation, notamment mycéniennes, continuent à exister, même si c'est en quantité moins abondante que ça n'était à la période précédente. Et puis les régions montagneuses du pays, où cette poterie a pratiquement disparu, ainsi que toutes les autres poteries d'importation. Bon. Un peu après, on va trouver un autre type de poterie, un type tout à fait nouveau, qui ressemble un petit peu à la poterie mycénienne, mais qui est d'origine différente. Une origine que nous allons essayer de cerner dans un instant, mais qui est une poterie qui est caractérisée notamment par le fait qu'elle, comment dirais-je, elle joint
différentes traditions. D'un côté, elle est la poursuite de la tradition mycénienne. Ça veut dire on trouve les mêmes formes, si vous voulez, que les poteries mycéniennes, mais les décorations sont entièrement différentes. D'un autre côté, on trouve, par exemple, dans le pays d'Israël, les poteries locales, dont la tradition a été aussi récupérée, mais auxquelles on a joint les décorations nouvelles. Enfin, dernier aspect, on trouve donc aussi l'apparition de nouvelles traditions, même en ce qui concerne les formes, quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, ce qui est la caractéristique de ce type de poterie, qui manifestement est aussi une poterie qui nous vient de la mer, enfin de la région de la Grèce, enfin des îles en tout cas, des îles de la Grèce. Bon, il y a une continuation aussi de la tradition crétoise. Les poteries crétoises, on en trouve peu dans le pays d'Israël, parce que de toute façon, la civilisation crétoise, à la période qui nous intéresse, a disparu déjà. Mais la poterie crétoise est une poterie qui est très marquée justement par l'influence de la mer, puisque la Crète est une île. Et notamment, ce qui la caractérise, c'est la représentation d'animaux marins, les poulpes en particulier. C'est très intéressant de noter que les peuples de cette région consomment encore le poulpe, et les pêcheurs de poulpes sont, par exemple, à la Tos, ça permet aux moines d'améliorer un peu l'ordinaire, qui, vous le savez, est constitué essentiellement de 365 jours par an, 3 fois par jour, d'une alternance de haricots, de lentilles, et puis je ne sais pas, encore un troisième il y a des haricots, lentilles, et puis encore un troisième, enfin, bon, peu importe. Alors on ajoute ça à des poulpes que les moines pêchent eux-mêmes. Donc le poulpe est représenté superbement, d'ailleurs, sur les vases crétois. Et puis le dauphin, qui est un animal qui devait avoir certainement une signification symbolique très importante pour ces gens-là. Bon, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, l'écriture crétoise, on ne peut pas la déchiffrer. Et aussi, bien sûr, les scènes de tauromachie. On connaît la légende du Minotaure, qui nous a été transmise par les Grecs, de la Grèce classique. Et les vases crétois représentent souvent des scènes de tauromachie, et notamment des scènes de tauromachie qui ne sont pas sans rappeler beaucoup plus, si vous voulez, les courses de vaches landaises que les corridas espagnoles. Ce qui laisserait à penser qu'il pourrait y avoir des corrélations ethniques et surtout linguistiques entre les Crétois anciens et puis les Basques. Vous savez que l'origine du peuple basque est très, très mystérieuse. La langue basque ne ressemble à aucune autre langue au monde, si ce n'est au magyar, ça veut dire au hongrois. Et un certain nombre de spécialistes pensent justement, à cause justement en particulier de ces ressemblances entre la tauromachie basque et puis la tauromachie crétoise, que finalement la langue basque pourrait avoir une origine crétoise, tout comme la langue hongroise. Par quel phénomène ces peuples se sont-ils retrouvés là où ils se trouvent aujourd'hui? Ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, ce serait donc ça. Bon. Or, les vases dont on parle ici sont aussi des vases qui sont marqués par l'influence crétoise. Et notamment, justement, la présence de dauphins, de poulpes, se retrouve aussi sur ces décorations, donc des motifs qui sont des motifs marins, certainement, évidemment, moins bien élaborés que ce n'est sur les poteries proprement crétoises. Mais, par contre, ce que l'on trouve de spécifique à cette civilisation, c'est la représentation, par exemple, de gazelles. Les animaux qui sont représentés sont les animaux les plus gracieux que l'on puisse imaginer. Alors la gazelle, ça a toujours été le symbole de la beauté. Bon, on trouve ça aussi sur les vases grecs de l'époque classique. Mais donc là, c'est déjà embryonnaire. Et puis surtout le cygne. Le cygne, avec les possibilités donc, du coup du cygne qui prend des positions diverses, etc. Des cygnes qui se rencontrent, qui emmêlent leurs coups, etc. Enfin, c'est très recherché. C'est une poterie extrêmement recherchée.
Euh, bon, alors, si vous voulez, quand on arrive ici à la fin de la période post-ramséside, maintenant, ce n'est plus en deux qu'il faut diviser le pays d'Israël, c'est en trois. Ça veut dire que nous avons euh, toujours la région montagneuse, où on trouve finalement les poteries locales, qui vont évidemment aussi se développer. Et à partir d'une poterie assez fruste à la fin de la période, on arrive à des choses qui sont un peu plus élaborées. Les villes de la plaine, des plaines, ça veut dire non seulement la plaine côtière, mais également la plaine d'Israël ou la plaine de Beth-Shan, où nous avons alors à la fois la poursuite justement de la tradition cananéenne avec les importations, notamment mycéniennes, et puis dans certaines régions, dans certaines villes, et dans certaines villes seulement, nous allons avoir, en plus de cette poterie cananéenne, nous allons avoir cette nouvelle poterie, justement, que nous avons évoquée. Bon, finalement, d'où vient cette poterie? Ça a été une énigme jusqu'à, il y a maintenant quelques dizaines d'années, lorsque des chercheurs, notamment Madame Truda Dotan, grande spécialiste des peuples de la mer, a fait l'assimilation entre cette poterie et la poterie justement des peuples de la mer. Bon, les peuples de la mer sont des peuples qui nous sont décrits par les sources égyptiennes en particulier à la fin de la période ramséside, notamment sous le règne de Ramsès III. Ramsès III a dû faire face à une coalition de ces peuples qu'il appelle justement peuples de la mer et qui ont tenté d'envahir l'Égypte à l'instar des Hyksos quelques siècles auparavant, de deux manières, à la fois par terre, ça veut dire suivant à peu près, si vous voulez, le même itinéraire que celui des Hyksos, ça veut dire venant de l'ouest en direction de l'est. Ils sont arrivés sur les côtes d'Anatolie. Ils ont suivi la côte sud de la Turquie, de la Phénicie, de la Syrie, de la Phénicie, d'Israël. Et ils ont tenté, par la côte du Sinaï, d'envahir l'Égypte, par terre. Bon. Pendant qu'une partie de ces gens-là venait par terre, une autre partie venait par mer, sur des bateaux. Et Ramsès III, donc, a dû faire face à une guerre sur deux fronts, une guerre à la fois terrestre et une guerre navale, une tentative de débarquement de ces peuples-là sur les côtes égyptiennes. Cette bataille, le déroulement de cette bataille, a été peint par Ramsès III sur les bas-reliefs du temple de Médinet Abou qu'il a consacré justement à commémorer cette grande victoire qu'il avait remportée sur ces peuples de la mer. Ces bas-reliefs de Médinet Abou sont très intéressants parce qu'ils nous permettent justement de reconstituer cette bataille entre Ramsès III et les peuples de la mer. Et nous constatons justement que ces peuples de la mer portent différents uniformes. Bon, les bateaux des peuples de la mer, c'est très intéressant. Ce sont des bateaux qui sont manifestement des bateaux de haute mer, hein, de type évidemment ionien, c'est-à-dire, si vous voulez, les ancêtres de la Grèce. Donc ce sont des gens qui sont venus manifestement des régions ou des îles grecques ou éventuellement même d'ailleurs de la Grèce continentale, si l'on peut dire. Quoi, hein. Enfin, disons des côtes de la Grèce continentale. Ces bateaux sont armés par effectivement 5 peuples différents. 5 peuples différents qu'on reconnaît à leur uniforme particulier. La nomenclature, Ramsès II leur donne leur nom. On entend parler par exemple des Sardounim, hein, et surtout des Palousim. Palousim, c'est très intéressant ce nom. Il est proche de l'hébreu biblique Plishtim, ce qui nous donne Philistin en français. C'est pas Palousim, Plishtim. Hein. Ces peuples-là ont fini par être battus par Ramsès III, je veux dire,
et ils ont été refoulés au nord, ça veut dire justement dans la région d'Israël. Et là, dans un premier temps, ils se sont installés sur toutes les côtes qui allaient depuis Gaza jusqu'à Tyr. Et là, les peuples de la mer, ces 5 peuples de la mer, tels que Ramsès III les décrit, ont formé une thalassocratie, c'est-à-dire un État maritime qui s'est opposé au monopole phénicien. C'est l'époque où la Phénicie donc, est complètement éclipsée par cette nouvelle thalassocratie qui est née donc dans cette région et qui lui a fait une concurrence à mort, hein, et qui a repris en main justement le commerce avec la Méditerranée occidentale. Par exemple, nous avons du XIe siècle, XIIe siècle même, un récit très intéressant, c'est le récit de Vénamon. Vénamon est un serviteur de Pharaon qui est envoyé en Phénicie, à Gval, Byblos, avec une flotte pour y ramener des cèdres dont l'Égypte avait besoin pour ses besoins en bois, puisque évidemment il n'y a pas de forêt du tout en Égypte. Tout le bois dont les Égyptiens avaient besoin pour leur construction, pour les cercueils, pour tout ce qu'on voudra, étaient des produits d'importation, et notamment des importations des forêts du Liban, des forêts c'est pourquoi Byblos, Gval, a toujours été en quelque sorte une colonie égyptienne, parce que c'était le port d'embarquement de ces cèdres qui étaient coupés dans les montagnes et qui ensuite partaient en direction de l'Égypte par l'intermédiaire de Gval. Vénamon est donc envoyé pour ramener des cargaisons de bois. Et quand il arrive en fait dans les villes phéniciennes, Gval, il en est chassé ignominieusement, parce que justement les populations phéniciennes sont en fait maintenant devenues vassales des peuples de la mer. Et là, il est chassé de ville en ville, il erre comme un malheureux, jusqu'au moment où il arrive à Jaffa, où le roi de Jaffa se moque de lui, et puis le renvoie avide. Non seulement avide, non seulement détroussé de l'argent qu'il avait pour payer donc le bois, donc il ne ramène même pas une allumette, si j'ose dire, à son maître, mais en plus de ça, humilié, c'est tout juste s'il arrive à sauver sa peau. Ce qui montre à quel point justement l'influence égyptienne a complètement disparu à cette période-là. Bon. Les peuples de la mer vont aussi s'installer dans la vallée d'Israël, où elles vont trouver alors évidemment des forces cananéennes extrêmement puissantes, notamment Megiddo justement, Megiddo et puis Taanach, etc., Beth-Shan, bon, qui vont leur barrer la route, si bien qu'il semble que la pénétration de ces peuples de la mer sera finalement d'assez courte durée dans le nord du pays. Petit à petit, les Phéniciens, donc les Cananéens, vont reprendre le dessus et ils vont refouler justement les peuples de la mer vers le sud. Si bien que la thalassocratie des peuples de la mer va se limiter à une région qui est comprise entre l'actuel Tel Aviv au nord, si vous voulez, jusqu'à Gaza au sud, grosso modo. Et là, donc, va se créer ce que la Bible a appelé le pays des Philistins. La Bible renferme tous les peuples de la mer sous le nom global de Philistins, qui est, semble-t-il, le nom d'une des 5 tribus qui formaient les peuples de la mer. C'est intéressant de noter aussi que la Bible décrit cette thalassocratie comme une espèce de confédération de 5 cités. Gath, Ekron, Ashkelon, Gaza et Ashdod. Ce qui correspond aux 5 peuplades des peuples de la mer telles qu'elles sont décrites justement par Ramsès III, je veux dire. Au nord de Tel Aviv, c'est un emplacement pour ceux qui connaissent de l'actuelle université et du musée Haaretz, qui la jouxte. Le professeur Benjamin Mazar et avant lui le professeur Soukenik ont découvert une ville qui nous était inconnue par toutes les sources classiques, une immense ville, une ville extrêmement développée qui était en même temps une ville portuaire située à l'embouchure du Yarkon et qui a été construite à cette période-là.
que l'on a appelé tout simplement Tel el-Kassilé parce que c'est son nom arabe, c'est le nom arabe du site jusqu'à nos jours, et dont on ne sait pas finalement à quelle ville elle correspondait. Mais manifestement, cette ville était une grande ville portuaire qui était aux mains des peuples de la mer, c'est-à-dire justement des Philistins. Cette ville aurait peut-être à voir, c'est des hypothèses qui ont été formulées par un certain nombre d'archéologues, elle aurait peut-être à voir avec des villes bibliques situées, enfin disons, Aphek, ou, bon, Aphek c'est un nom très connu, il y a beaucoup de villes qui portent, plusieurs villes qui portent le nom d'Aphek dans la Bible, mais peut-être aussi avec Ebenezer, etc. Bon, enfin, c'est l'endroit où se sont passées ces guerres qui nous sont rapportées dans la Bible, entre Samuel d'une part et les Philistins, Saül et les Philistins, et puis David plus tard ensuite et les Philistins. Bon, les Philistins, puisque c'est des Philistins qu'il s'agit, et la poterie en question, maintenant, porte tout simplement dans les ouvrages spécialisés le nom de poterie philistine. C'est une poterie philistine. Notons le fait qu'on trouve beaucoup de jarabières, ce qui semble prouver que les Philistins étaient des gens qui aimaient beaucoup la bière. On pense aujourd'hui que ces peuples de la mer, finalement, étaient des populations grecques, qui ont été déplacés par des mouvements venus de l'Ouest. La période qui nous intéresse, ça veut dire, si vous voulez, au début du XVIe siècle, il y a des populations qui viennent de l'Ouest, qui partent de l'Ouest, c'est-à-dire de nos régions, hein, peut-être même de l'Angleterre, des îles britanniques, hein, et qui vont déplacer les populations qui sont sur les côtes, lesquelles vont avoir tendance, évidemment, à migrer vers l'Est. Hein. Et donc, bon, les populations grecques de la Grèce préclassique sont aussi un mélange de populations qui sont venues du nord et de l'est et de l'ouest, quoi. C'est très intéressant de noter, n'est-ce pas, que parmi les bas-reliefs de Médine et Tabou, on note un certain nombre de marins des peuples de la mer qui ont des casques avec des cornes, un petit peu comme on représente les Celtes dans la littérature classique, même si aujourd'hui le fait que les Celtes avaient des casques avec des cornes est contesté, mais il y avait peut-être d'autres peuplades de l'ouest aussi de l'Europe qui pouvaient avoir des casques de ce type-là. Donc, bon, il n'est pas impossible que les Philistins soient un peu aussi nos ancêtres les Gaulois, si j'ose dire, qui sont allés là-bas finalement, et qui ont finalement laissé leur nom jusqu'à aujourd'hui, car Palestine, c'est tout simplement le pays des Philistins. Le pays des Philistins. Bon, ils n'ont pas fait de vieux os, heureusement pour les Israélites, là-bas, les Philistins, mais enfin, ils ont moins laissé leur nom quand les Romains ont redonné ce nom après la deuxième révolte de Bar Korba en 135 après Jésus-Christ, quand ils ont voulu déjudaïser le pays. Ils ont appelé Syria Palestina. C'était un appendice de la Syrie, de la province de Syrie, la province romaine de Syrie, et qui était donc une sous-province qui portait le nom de Syria Palestina. Donc les Philistins se sont établis évidemment essentiellement dans ces régions des plaines. Bon, il est certain aussi que plus tard la poterie philistine s'est développée, a été copiée aussi par les Cananéens, voire parfois par les Israélites, si bien que ce n'est pas un absolu. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant quand nous parlons de ce type de poterie, hein, c'est de voir la division du pays en trois parties. Une partie que l'on pourrait appeler israélite, la région des montagnes, avec une poterie frustre, parce que finalement, les Israélites étaient un peuple qui venait du désert, qui avait donc une culture matérielle assez rudimentaire, beaucoup plus rudimentaire que les peuples de Canaan, qui étaient des peuples qui, sur le plan culturel et technique et technologique, étaient beaucoup plus avancés qu'eux. Hein. Même si ensuite ils vont rattraper leur retard assez rapidement en l'espace de quelques générations. Les régions qui ont continué à être peuplées par les Cananéens, ce que justement la Bible appelle le pays qui reste à conquérir, qu'on trouve décrit à la fin du livre de Josué, quand Josué rassemble les tribus d'Israël en disant « Jusque à quand négligerez-vous de vous emparer du pays que le Seigneur vous a donné comme héritage ?» Alors ça, c'est le pays où l'on trouve la poursuite de la poterie mycénienne en particulier.
Ça veut dire des régions qui ont continué à commercer avec la Grèce. Il est évident qu'à partir du moment où les Israélites sont arrivés, eux qui étaient des peuples terriens, qui étaient des peuples du désert, les relations avec la Méditerranée se sont interrompues. Bon. Troisième région, une région mixte où on trouve à la fois la poterie cananéenne et la poterie philistine. Ça veut dire une région où se sont installés les Philistins, qui ont continué à vivre en symbiose, c'est très intéressant de le noter, avec la population cananéenne. À l'inverse, si vous voulez, de la conquête israélite, qui se situe à peu près au même moment. Finalement, les Israélites sont arrivés juste un peu avant les Philistins. Donc, si vous voulez, ce sont deux populations. Si vous voulez, vous avez, en grosso modo, si on prend le pays d'Israël, une carte du pays d'Israël, bon, vous avez ici, donc, en gros, si vous voulez, ici vous avez la vallée d'Israël, c'est la région des montagnes de Galilée, puis ensuite la montagne du Liban, ici les montagnes de Samarie, Judée et ensuite du Negev. Donc vous avez ici toute cette région qui est donc marquée par la poterie israélite. Toute cette région-là, vous avez alors une alternance entre des régions qui sont restées entièrement cananéennes, c'est le cas par exemple ici de la vallée d'Israël, où vous trouvez essentiellement la poursuite de la poterie mycénienne 3B et 3C, et puis ici toute la région côtière, et essentiellement le sud de la région côtière, où vous trouvez la poterie mycénienne et la poterie philistine. Donc trois régions bien distinctes. Si vous voulez, les Israélites sont venus par là, et les Philistins sont venus par là, si je vous dis. Si bien que, si vous voulez, pendant un premier temps, ça s'est très bien passé, puis dans un deuxième temps, les Israélites poussaient vers l'ouest, et les Philistins poussaient vers l'est. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Un heurt. Toute la région de l'Ashvéla, ça veut dire, si vous voulez, le Piémont, au pied des montagnes, va être une zone disputée entre les Philistins et les Israélites. Et c'est toutes les guerres bibliques qui datent, qui commencent à la fin de l'époque des juges, qui vont aboutir à l'arrivée de Samuel, et puis ensuite de la royauté unie, Saül et David. Toute cette période, ça va être justement pour savoir qui va contrôler cette région du Piémont. Donc, si vous voulez, vous avez deux mouvements qui sont entièrement différents. Alors, c'est pourquoi, justement, on a un phénomène tout à fait intéressant. C'est que, dans certaines villes telles que Hatzor, par exemple, Lachish, Tel Farah, Tel Adjoul, etc., brusquement, la poterie mycénienne disparaît. Et elle est remplacée par la poterie israélite. Bon. La poterie mycénienne 3B, nous l'avons vu, elle nous donne une chronologie absolue, c'est l'époque ramséside. Cette poterie, quand elle disparaît, on sait qu'on a affaire avec la conquête israélite. La disparition de la poterie mycénienne 3B et 3C est le signe que là, on a affaire à un site qui a été conquis par les Israélites. Si la poterie se poursuit, c'est que ce site est resté soit cananéen, soit est passé sous la domination philistine. Vous comprenez? Donc, cette poterie mycénienne, ici, elle est essentielle. C'est un repère archéologique de premier plan, si vous voulez, pour construire justement la chronologie, et notamment la chronologie de la conquête. Bon, ce qui nous permet justement de situer cette conquête à la fin de la période ramséside. Bon, alors, on trouve aussi, à cette période-là, l'évolution de la lampe à huile. La lampe à huile aussi, qu'on trouve d'une manière assez frustre et qui est typique justement de la période israélienne, enfin disons de la population israélite, là où on avait des lampes un peu sophistiquées, je dirais, là c'est tout simplement un disque
un disque de terre dont on a remonté, si vous voulez, on a fait une espèce de goulot comme ça, puis c'est tout. Alors ça fait une espèce de bol, hein, avec un bec. Alors dans le bol, on met de l'huile, et dans le bec, on met la mèche qu'on allume. Donc tout ce qu'il y a de plus fruste. Bon, il y a différentes évolutions. J'en ai chez moi une, tu la connais, Pierre David. On l'a pas dans la caravane, non? Enfin, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Alors maintenant, justement, il y a ici un autre fait très intéressant. C'est que la disparition de cette poterie mycénienne correspond exactement, quant à sa répartition géographique, avec ce que la Bible nous dit de la conquête. Le livre de Josué nous donne la liste des villes qui ont été conquises par Josué, et ces villes correspondent grosso modo archéologiquement, hein, outre le fait qu'on y trouve des traces de destruction. Dans ces couches, les dernières couches cananéennes, n'est-ce pas, disparaissent après la poterie mycénienne. Donc ici, on a une confirmation de la réalité de la conquête. Maintenant, le brave Finkelstein, lui, a prétendu à Megiddo, notamment de cette période-là, avoir trouvé de la poterie mycénienne. Bon, rien d'étonnant à cela, puisque justement il nous est dit que Megiddo est une des villes qui n'a pas été conquise par les Israélites. Il a trouvé même de la poterie philistine à Megiddo. Pourquoi pas? Alors, pour lui, ça voudrait dire que les Philistins, à cette période-là, se sont installés dans la vallée d'Israël. Pourquoi pas? Après tout, la Bible ne nous dit pas tout. Pourquoi n'y aurait-il pas eu, dans un premier temps, avant un reflux et un sursaut cananéen, pourquoi n'y aurait-il pas eu les traditions locales sur le plan céramique ne prouvent rien du tout, contrairement à ce que veut dire le brave Finkelstein. Ça prouve tout simplement que les Israélites ont adopté, comme l'ont fait les Philistins, hein, des traditions locales au point de vue céramique. Eux n'en avaient pratiquement pas, puisque finalement c'était des peuples du désert, hein, et ils utilisaient peu de poterie, ils utilisaient essentiellement des outres de peau de bête, hein, et si bien que, si vous voulez, ils ont tout naturellement, évidemment, adopté les traditions qui étaient les leurs. Madame Ruth Abiran, qui est la grande spécialiste de la céramique du pays d'Israël, a constaté justement cette extraordinaire fixité des traditions locales qui remontent aux horreurs de l'histoire. Ça veut dire à l'époque, au début du bronze ancien, quoi. Et bon, ça évolue, bien sûr. Il y a des apports étrangers qui font que, bon, ça change. Mais si vous voulez, grosso modo, c'est les mêmes formes qu'on retrouve, grosso modo, à toutes les époques. Et c'est très intéressant de constater, comme l'a fait Madame Truda Dotan, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est la grande spécialiste des Philistins, que les Philistins ont agi de même. Ils sont venus, eux, avec leurs propres traditions. Ils ont gardé à la fois les traditions mycéniennes, qui étaient devenues pratiquement une tradition locale aussi, hein, et ils ont gardé les traditions qui remontaient à l'époque du bronze moyen, en lui donnant une nouvelle forme, en lui donnant des nouvelles décorations, on l'a vu tout à l'heure. Mais grosso modo, ils ont gardé au point de vue forme. Il y a des choses qui sont nouvelles, parce qu'ils avaient encore leur propre tradition, ce que les Israélites n'avaient pas. Hein. Mais, grosso modo, ils ont réadopté aussi un certain nombre de traditions. Et finalement, ce que Finkelstein appelle la poterie philistine, c'est tout simplement de la poterie mycénienne. Poterie mycénienne. Bon, voilà. Alors maintenant, il y a deux énigmes au point de vue quand on parle de la conquête. La première, justement, c'est ce qui concerne Jéricho. Bon, on sait, bibliquement parlant, que la première ville qui a été conquise par les Israélites quand ils sont arrivés dans le pays, c'est Jéricho. Bon, Jéricho, nous avons vu, c'est un tel qui s'appelle Tel et Sultan, et qui est composé de 9 villes superposées les unes sur les autres, selon le principe du tel que nous avons vu. Bon, nous avons vu aussi au passage que Jéricho était la plus vieille ville du monde, dans l'état actuel de nos connaissances. Et donc, nous arrivons à Jéricho 1, tel que Miss Kenyon, qui a fouillé Jéricho à la fin des années 50, l'a défini. Et Jéricho 1, eh bien, on trouve justement cette fameuse poterie mycénienne. Ce qui prouve que là, on a affaire à... la poterie mycénienne A, uniquement.
uniquement. Donc ici, époque Amarna. Bon. Seulement, le problème, c'est que les murailles de l'époque, à cette période-là, il n'y a plus de murailles à Jéricho. Plus de murailles. Alors il y a un problème, si vous voulez, parce que justement, ce qui est particulier au récit biblique, c'est le fait que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Or, Miskenion nous dit ceci: à l'époque du bronze récent, c'est-à-dire à l'époque de la conquête, il n'y avait plus de murailles à Jéricho. Jéricho était une ville qui n'était pas fortifiée. Alors ça, le professeur Yadin est resté sceptique. Pas seulement à cause du récit biblique, mais aussi pour une autre raison. C'est que Jéricho a toujours été un point stratégique essentiel, contrôlant les gués du Jourdain. À l'époque, on ne connaissait pas le pont pour franchir les cours d'eau. Et les cours d'eau étaient franchis uniquement à gués. Et les gués les plus franchissables, les plus aisément franchissables du Jourdain, étaient à proximité de Jéricho. Jéricho était donc une ville stratégique de première importance à toutes les époques pour contrôler justement ces passages extrêmement sensibles dans la mesure où les Bédouins qui venaient du désert pour faire des réseaux, pour piller, c'était pour eux un passage obligé. Il n'y avait pas 36 endroits par lesquels ils pouvaient franchir le Jourdain, c'était donc à proximité de Jéricho. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bibliquement parlant, les Israélites ont dû commencer par s'emparer de Jéricho. Bon. Alors, à une période aussi développée que l'était la période du bronze récent, à la limite, on pourrait concevoir que Jéricho ait été finalement abandonné à une période, par exemple, comme les deux périodes intermédiaires, hein, quand le pays était appauvri, quand le pays était dépeuplé. Mais à une période aussi riche et aussi prospère que l'était justement la période du bronze récent, il est invraisemblable, nous dit Yigal Yadin, que Jéricho n'ait pas été fortifié. Alors, Yigal Yadin a revu le problème justement de Jéricho. Et bon, il y a un autre problème aussi qu'avait noté déjà Madame Miskenion, c'est que Jéricho, enfin les murailles de Jéricho, en l'état dans lequel elles sont, ont été l'objet d'une érosion très importante, notamment due au fait que les rares précipitations qu'il y a dans cette région sont extrêmement violentes, et que Jéricho est aussi balayé par les vents du désert. Et notamment qu'il y a dû y avoir, à l'époque biblique finalement, la surface du tel était certainement beaucoup plus importante que celle qu'elle est aujourd'hui. Et Miskenion a répondu à Yigal Yadin que vraisemblablement la Jéricho de l'époque du bronze récent était fortifiée, mais que les murailles avaient été détruites, les traces des murailles avaient été détruites par l'érosion. Bon. Yigal Yadin restait un peu sceptique en disant c'est certainement vrai pour une partie des murailles, ça l'est vraisemblablement moins. Des murailles aussi importantes que celles qui nous sont décrites par la Bible ont dû malgré tout laisser quelques traces, même si elles ont été l'objet d'une érosion importante. Et donc Yigal Yadin a repris le problème et là il a fait une constatation fort intéressante. Si grosso modo, vous avez ici, disons le sol vierge. Bon, ici, et là, vous avez alors justement la fameuse muraille de l'époque précédente. Fin du bronze moyen. Fin du bronze moyen, c'est quelle époque? Oui? Oui? J'entends des murmures, mais dites-le à haute intelligiblement. 1650. Oui, mais c'est quelle peuplade? Hyksos. Hyksos. Et quelle était
le caractère spécifique des fortifications Hyksos. C'est énorme. Oui, mais c'est comment on les appelle? Quasiment. Oui, non, c'est pas comment on les appelle. C'est un autre terme, quoi. Ouais, c'est les chars. Oui, non, mais ça, oui, d'accord, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais les murailles elles-mêmes, terre pisée, ou type sandwich. Et justement, ici, en reprenant les murailles Hyksos, voilà ce qu'on trouve. Comme ça. Ensuite, un glacis, ici, qui est lui-même protégé, parce que la pente descend comme ça, par un autre glacis. Ça. Et là, en bas du glacis, vous avez une espèce de contre-escarpe avec des pierres. Actuellement, si vous voulez, la surface du tel est celle-là à peu près. Comme ça. Et alors là, justement, vous avez cette structure, cette partie. Cette partie, finalement, ici, on la reconstitue parce que cette partie-là n'existe pas. Cette partie-là a effectivement, vraisemblablement, été éliminée par l'érosion. Vous l'avez bien vu, Biscalion. Donc, si vous voulez, on la reconstitue. À l'époque biblique, cette partie devait s'élever à quelques mètres encore. Et donc, si vous voulez, ça c'était la forteresse Hyksos. Comment les Cananéens d'époque récente se sont-ils emparés de cette fortification gigantesque? On ne le sait pas. On n'a pas de texte, on n'a pas de document, on n'a aucun indice qui nous permette de le savoir. La seule chose, c'est qu'on trouve un peu cette poterie mycénienne dont on a parlé tout à l'heure sur la surface du tel. Bon. Mais imaginons finalement ici ces gens qui viennent s'emparer de Jéricho. Ils ont besoin de murailles, évidemment. Mais vous soyez à leur place. Bon, cette structure-là, elle existe. Elle existe encore. Ils n'ont pas pu la détruire. C'est trop gigantesque pour pouvoir être détruit. Bon. Vous croyez qu'ils vont, pardonnez-moi l'expression, se faire suer à reconstruire à côté quelque chose comme ça? Ils seraient bêtes. Il leur suffit de faire quoi? De reconstruire ça. Et ici en haut, construire une muraille. Viennent les Israélites. Ils trouvent cette formidable structure. Vous vous rendez compte, pour prendre un machin pareil, vous? Il faut commencer par escalader la contre-escarpe ici, à côté de laquelle vraisemblablement il y avait un fossé. Franchir le fossé. Bon. Avec évidemment le feu ici des défenseurs qui étaient sur la muraille et qui faisaient tout pour un petit peu décourager. Bon, ensuite, il fallait escalader cette première partie, escalader cette première partie, escalader ce terre-plein, et seulement arriver au pied de la muraille. Vous comprenez que Josué, il a eu un coup moral quand il a vu cet ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Le fameux tremblement de terre. Le fameux tremblement de terre qui a peut-être à voir avec l'érosion aussi. Parce que justement, cette partie supérieure ici, elle a peut-être pris un coup aussi au moment avec le tremblement de terre. Même si, bon, peut-être que ça n'a pas été autant que ce que j'ai fait, il en restait peut-être un petit bout. Et vous avez un autre détail fort intéressant qui nous est donné dans le livre de Josué. Quand les murailles s'effondreront, dit le Seigneur Jésus, chacun d'entre vous montera devant lui. Ben oui, parce que si vous voulez, vous avez quoi? Vous avez une pente douce. C'est pas, si vous voulez, une structure verticale ou bien avec une pente comme ça, où vous êtes obligé d'escalader soit par une échelle, soit par une rampe, soit par des tours d'assaut que vous allez faire approcher. Il vous suffit. Dans la mesure où cette partie a disparu, chacun monte devant soi. Vous comprenez? Et si vous voulez, nous avons ici quelque chose qui correspond exactement avec ce que nous décrit le récit biblique. Et donc voilà ici résolu l'énigme de Jéricho. Vous trouverez encore des ouvrages de gens pas
pas très honnêtes, ou bien qui sont parfois honnêtes, mais qui ne savent pas trop, et qui vous diront que donc, la Bible s'est trompée, parce qu'il n'y avait pas à Jéricho de muraille à cette époque-là. Bon, Yadim nous a donné la clé d'énigme. Voilà. Bon, la prochaine fois, on verra une autre énigme biblique, aussi du même style, c'est la ville de Haï. La ville de Haï aussi représente un problème, ça on en verra la prochaine fois. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Et la muraille de Garstand, c'était quoi alors? Eh bien, c'était la muraille de néolithique. C'était laquelle Comment? C'était pas celle-là du tout. Ah, ben c'est pas celle-là. Là, Oui. quand même, Mais il n'a pas identifié comme muraille. Parce que justement, ce qui reste ici, ce sont des terres planes. Ce sont des terres planes. Tu es déjà allé à. Quand on arrive, on les voit bien. Et Miskelion a fait une coupe où on voit très bien justement les différentes. donc, finalement, on n'a pas du tout fouillé. On n'a pas fouillé quoi? Où il fallait fouiller pour. Écoute, une fouille, tu sais, un tel, Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que pour résoudre une question pareille, ça aurait été valable quand même de fouiller là. Ben oui, mais Gerstein, il n'avait pas les moyens techniques à cette époque-là, il ne connaissait pas la stratigraphie, il ne connaissait pas la datation séquentielle. Il a trouvé des murailles gigantesques, qui étaient des murailles néolithiques, qui correspondaient à l'idée qu'il avait justement des murailles de Jéricho. Il a trouvé des brèches, il a trouvé la tour, il a trouvé tout ça, il s'est dit, allez, j'ai mes murailles, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, c'est quand Miskelion a inventé la datation séquentielle qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une erreur de plusieurs milliers d'années. Mais comment elle a pu affirmer alors que finalement il n'y a pas eu une muraille pour l'époque de. Mais je vais t'expliquer. Parce que justement, à l'époque, ça, Si elle n'a pas fouillé, donc. ces murailles-là, si elle a fouillé elle. Si elle a fouillé elle. Elle a fouillé, c'est elle qui a mis en évidence cette structure-là. Mais elle l'a attribuée au bronze moyen, à l'époque Christos. Seulement, comme dit Gadine, ces murailles sont tellement gigantesques que automatiquement, elles n'ont pas pu être détruites au bronze récent. Elles ont été détruites en partie, certainement que la partie supérieure, la structure supérieure a été détruite par les peuples qui s'en sont emparés. Mais, si tu veux, l'ensemble ici, la halaklaka, la muraille de terre cuisée n'a pas été détruite. C'est pas possible, elle est indestructible jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu veux, les peuples du bronze récent ont reconstruit, ont réutilisé cette structure qui datait de l'époque précédente. Ça veut dire que cette muraille a été en service à deux périodes, au bronze moyen et au bronze récent. Mais il aurait resté quelque chose dans la période cananéenne. Non, parce que justement l'érosion l'a détruite. Il ne reste que des poteries. Voilà.